eh bien, un peu partout dans le monde, les étudiants, les élèves, nos enfants, nos frères, nos sœurs, eh bien, vont rentrer dans une période d'examen. Et il est important de donner quelques conseils à nos frères et sœurs ici pour pouvoir passer et surmonter ces épreuves de la meilleure des façons. Wa billahi tawfiq, et bien sûr la réussite est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ça, on a besoin d'examen parce que l'examen va pousser l'enfant, le jeune, à retrousser les manches et à travailler, à réviser. S'il n'y avait pas d'examen, il baisserait les bras, il se laisserait aller. Mais là, l'examen le pousse, dit attention, tu auras un examen, tu auras une note. Donc ça pousse l'enfant à voir et à augmenter de niveau. Attention à al-ghash, la tricherie. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, comme a dit Sahih Muslim wa ghayru, man ghasha falaysa minna. Celui qui nous trompe, eh bien, ou qui triche n'est pas des nôtres. Certains savants ont considéré ce hadith qui implique le caractère du grand péché, qui indique que c'est un grand péché la tricherie et la tromperie. Donc attention à la tricherie dans les examens, parce qu'il faut voir les conséquences. Quelqu'un qui triche dans un examen et qu'il a son examen alors qu'il a triché, donc il ne le méritait pas. Et cet examen-là, ou ce diplôme-là, va lui permettre d'avoir un diplôme, un travail, qui ce travail-là va faire qu'il va gagner une somme d'argent. Est-ce que cette somme d'argent est halal ou haram? Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Amis jeunes, chers téléspectateurs, auditeurs, auditrices de la radio-télévision Bonferré, ravi de vous retrouver dans le cadre de ce numéro de votre émission préférée Jeunesse Active. Nous savons tous, chers téléspectateurs, dans quelques jours exactement, 5 jours, les candidats de la session 2018 du baccalauréat affronteront les épreuves de 10 examens. Dans ce numéro de votre émission, nous avons décidé de dédier ce numéro à ces candidats dans le but de leur procurer quelques conseils, des orientations, des modalités pratiques en vue de se préparer davantage pour affronter cet examen du baccalauréat. Ainsi, sur ce plateau, normalement je devais recevoir des invités. J'ai avec moi Kader Kané. Je rappelle qu'il est à son deuxième passage dans le cadre de cette émission. Il est expert comptable. Il est aussi le fondateur de Edu University. Kader, salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci d'être là, d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité et salam alaikum chers téléspectateurs. Merci beaucoup. Et je l'ai dit, le deuxième invité, certainement il va nous prendre en cours. C'est un agent de l'Agence nationale des allocations et des bourses qui devrait être là pour nous parler des modalités d'attribution de la bourse nationale. Espérons qu'Inch'Allah, il nous prendra en cours de cette émission. Et je l'ai dit, les candidats au bac 2018, c'est dans quelques jours, exactement 5 jours. Avec vous, la dernière fois, vous avez un peu essayé de prodiguer quelques conseils à l'endroit de ces candidats. Yes. On a souhaité vous avoir sur ce plateau une fois de plus pour davantage élargir le champ d'écoute à l'endroit de ces candidats-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre le bac 2018 en termes de conseils? La première des choses qu'un candidat doit posséder, qu'est-ce que les gens peuvent comprendre? Alors en général, vous savez, ce que nous avons essayé de faire tout le long de l'année, c'était de passer dans les lycées et d'organiser des activités sur notre campus où les lycéens étaient invités, ceux qui voulaient passer le bac. Et on avait ce programme-là avant le bac, pendant les 3 jours de l'examen, pendant le bac et après le bac. Donc on a vraiment fait ça comme ça et je pense que notre objectif était vraiment de maximiser les taux de réussite, et notamment les taux de mention très bien. On pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir cette mention d'excellence, mais qui, à cause des stratégies manquantes, sont en train de rater ça. Donc, toute la partie avant le bac, machallah, là on est à la veille, je ne pense pas que c'est nécessaire d'en parler. Mais je vais leur parler de ce qu'on fait pour le jour du bac, les jours de l'examen, et ce qu'on fait après. Et je vais essayer de résumer les formations qu'on donne aux lycéens. Donc je dirais la première chose, c'est que nous avons réfléchi sur qu'est-ce qui fait que la plupart du temps, les gens échouent au bac. Il y a le manque de préparation. Mais il y a beaucoup de gens qui se sont bien préparés qui malgré tout échouent au bac. Et c'est là qu'on a toutes les légendes urbaines, comme quoi c'est une des tantes qui a fait de la sorcellerie, ou bien que voilà, c'est le stylo qui a écrit tout seul, des choses comme ça, ou bien que c'est le correcteur qui a juste barré, il a mis par hasard, ou il a pris les blocs de copie comme ça, il dit cela passe, et puis tout cela, zéro quoi, un truc comme ça. Bon, on a entendu tout ça, mais vraiment si on réfléchit de manière plus rationnelle, ce qui se passe la plupart du temps, quand on entend que quelqu'un était premier, mais quand il n'a pas eu le bac, c'est vraiment la gestion du stress. Les gens paniquent le jour du bac.
le bac est probablement un des jours les plus marquants de votre vie, comme le jour de votre mariage ou ce genre de choses. Et c'est probablement le diplôme le plus important aussi pour les gens qui viennent de notre environnement. Même après, quand vous aurez un doctorat, vous n'allez pas ressentir la même chose que le bac. Le bac est vraiment spécial. Les enjeux liés au bac, le fait qu'on veut réussir, le fait qu'on veut peut-être quitter le pays, le fait qu'on veut changer de vie et devenir étudiant au lieu d'élève, le fait qu'on veut rendre les parents fiers de nous, tout ça, il y a tellement d'enjeux sur le bac. Et quand la personne arrive devant sa copie le premier jour, quand on dit renverser les copies comme ça et vous les tournez, c'est-à-dire la pression qui s'est construite tout le long des périodes de révision, elle est à son paroxysme. Ouais. Elle explose et la rupture intervient. Et là, les cerveaux se bloquent pour beaucoup de gens. Tu ouvres le sujet, c'est des maths, et le premier sujet, tu vois 8 points, et c'est sur la partie des maths que tu maîtrises le moins. Là, tu vois ton cœur commence à faire tac, 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 tac. Tu ouvres le deuxième sujet, le deuxième exercice, 6 points, et c'est là, si tu as fait l'impasse, tu n'as même pas révisé cette partie. Là, tu transpires, même s'il a plu le matin, tu vas transpirer. Et après, tu regardes la dernière partie, tu vois des intégrales. Et avant que tu te rendes compte, tes yeux sont pleins de larmes. Tu vois, à ce moment-là, ton cerveau est bloqué. Tu ne peux plus rien faire. Donc, tu paniques. Une fois que tu as paniqué, même si dans ces sujets-là, il y a des choses que tu savais faire, tu ne pourras plus les faire. Parce donc que le facteur panique. Le facteur peur, gestion du stress et la panique, je crois que c'est le truc le plus important à être conscient de ça. Si on est conscient de ça, on a réglé la moitié du problème. Et l'autre moitié, comment on la règle? C'est que, la veille du bac, on ne fait rien. Tu vois? La veille du bac, on ne révise pas. On fait ce qui nous plaît. Donc, si tu aimes Makaranta, tu vas à Makaranta. Tu vois? Si tu aimes lire le Coran, tu passes la journée à lire le Coran. Si tu aimes la nature, tu vas te promener dans les jardins. Tu vois? Si tu aimes la cuisine, tu vas cuisiner. Même si tu es un homme, vous savez que le prophète sallam cuisinait, non? Donc, même si tu es un homme, tu cuisines. Tu vois? Tu fais la plus belle cuisine pour offrir aux parents et aux frères et sœurs à manger. Tu dis aujourd'hui, c'est toi qui cuisines. Tu vois? Donc, tu fais des trucs comme ça. Tu fais un truc qui te sort du monde de la folie là, du bac. Mais là, est-ce que c'est facile à comprendre quand on sait cette pression? Parce que les bacheliers, il faut le comprendre. Il y en a qui passent le bac jusqu'à 3 fois, 2 fois, 4 fois. Il y en a, c'est vrai, qui sont à la première tentative. Mais est-ce que là, c'est facile à comprendre? Quand on sent cette pression personnelle, et en même temps, il y a une pression extérieure de la société. Les regards, tout est braqué sur toi. C'est que les regards sont sur toi parce que tout le monde t'attend que tu réussisses, n'est-ce pas? Donc toi, ton but, c'est de réussir. Ton but n'est pas de gérer les virgules des gens pendant le chemin. Ton but, c'est d'arriver à destination. Donc, voici comment ça marche. Pendant tout le temps que le bac approche, la pression monte comme ça. Okay? Le jour du bac, le bac en soi, c'est une pression comme ça. Okay? Donc, qu'est-ce que tu fais? La pression, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte jusqu'à la veille du bac. Voilà. Le jour de la veille du bac, tu fais des activités qui baissent ta pression. C'est ça la cuisine, c'est ça la nature, c'est ça la Makaranta, c'est ça toutes ces choses-là. Ok? Tu fais des choses comme ça. Comme ça, ta pression descend comme ça. Quand tu viens au bac, ça remonte comme ça. Mais c'est un niveau contrôlable. D'accord. Et tu peux étudier. On va le voir. Nous avons interrogé les candidats, on va les écouter. Niveau des préparatifs, est-ce qu'ils sont prêts? Il y en a qui sont plus ou moins prêts. On va les écouter quand même. Ensuite, on revient sur ce plateau. D'accord. Parce qu'on révise, maintenant on a fini les cours, les programmes, tout on a fini. Maintenant c'est juste les révisions qu'on est en train de faire. Bon, les préparatifs sont déjà, nous remercions Allah, déjà on peut dire à 95% parce qu'il y a les perturbations qui sont là, on a fait jusqu'à 2 mois à la maison. Le bac de mon côté, je le prépare, si je peux le dire, en groupe. Avec des camarades d'école, on organise des travaux de groupe, tous les nuits quoi. On vient à l'école, on prend des cours, arrivé à la maison, on essaie d'apprendre quelques leçons et puis on essaie d'expliquer petit à petit. Avec des camarades, si on a des difficultés, on appelle nos maîtres pour qu'ils puissent. Ils viennent par groupe. Et
peut-être 4 personnes ou 5 personnes, mais chacun passe au tableau. Le soir, je fais des cours privés. La nuit, je révise seul à la maison. Moi seul, je me sens, je suis face. C'est comme si je suis face aux épreuves. Je m'exerce aussi toute seule à la maison, les révisions, les cours. J'essaie de relire mes cours, mes exercices que j'ai déjà fait avec les professeurs ou avec les élèves, plus ou moins prête. 80%. Personnellement, moi, je suis prêt parce que pourquoi? En tout cas, je lis les cours qui m'ont été donnés par les enseignants. Même si les taxes commençaient demain. Là, vraiment, ça c'est moi mon avis. Je pourrais avoir ma moyenne si, comme on dit, il n'y a pas trop d'égalité à l'examen, mais quand même, je peux dire que je pourrais avoir le taxe. Quel que soit Alpha Soubeta, maintenant, on est prêt maintenant à affronter n'importe quel sujet au bac. On est prêt à affronter n'importe quel sujet au bac. Quel commentaire cela suscite en vous? Un peu sur tout l'horizon, les candidats que nous avons demandé, il y en a qui sont prêts à 80%. On sent quand même cette présence de la confiance des gens. Je pense que c'est un passage. Ça, c'est absolument nécessaire. On a entendu de très bonnes idées là. Les gens qui travaillent en groupe, puis vont à la maison, travaillent seuls. Il y a quelqu'un qui parlait de se mettre dans des conditions seules à l'épreuve, seul face à l'épreuve, comme dans les conditions du bac. Ça, c'est vraiment des choses très importantes à faire. Et en tout cas, tout ce que j'ai vu là en train de parler, j'ai bon espoir. Ils m'ont convaincu. Garder une confiance en soi, dans l'humilité, sans aller dans l'excès de l'arrogance, je pense que c'est une bonne chose qui permet de résister au stress dont je parlais tout à l'heure. Et vraiment, il faut en être conscient. Le plus grand piège, c'est ça. Et quand, par exemple, des candidats comme ça sont au top de leur confiance et qu'ils arrivent et qu'ils voient des choses auxquelles ils ne s'attendaient pas, comme l'autre a dit, je suis prêt pour n'importe quelle épreuve qui vient. Donc tu es prêt pour n'importe quelle dissertation, etc. Si on t'amène un commentaire philosophique, peut-être tu n'as jamais pensé à ça. Et là, c'est pas que tu peux pas faire un commentaire philosophique, c'est juste que tu es pris de court et tu perds ton calme. Et une fois que tu as perdu ton calme, c'est fini. Tu as mis ton cerveau en danger et ton cerveau est la machine qui réussit le bac pour toi. Donc, comme je disais tout à l'heure, il faut en être conscient, il faut prendre la veille du bac pour faire les choses qui vous plaisent. Et il faut pendant l'épreuve, si quelque chose fait qu'on panique, il faut s'arrêter et se souvenir de qu'est-ce que j'ai fait hier. Tu vois, moi j'aime jouer avec les enfants. Je suis allé chez ma grande soeur, j'ai joué avec son bébé. Et ça, tu vois, dès que ça revient dans ta tête, la joie monte, ça fait des réactions chimiques dans le cerveau et ça débloque. Regarde ce qui se passe autour de toi. Regarde les gens qui passent dans la cour. Regarde le vent, l'effet du vent sur les feuilles du Nîmes qui est dehors. Donc être relax. Relaxe-toi d'une certaine manière et réattaque le sujet. Il n'y a plus besoin de faire des nuits blanches. Mais non. Et puis bon, franchement, il faut savoir, la veille du bac là, peu d'entre vous, vous allez dormir. Donc je rentre dans mon deuxième conseil. Je fais ça en 3 grands blocs. Premier bloc, c'est comment tu gères le stress. Deuxième grand bloc, c'est la logistique. Donc tu vois, la veille du bac, même si tu te mets au lit juste après Isha, tu risques de ne pas dormir jusqu'à 2h, 3h du matin. C'est juste un truc. Tu vois, il y a trop d'adrénaline pour que tu dormes comme ça tranquillement. Donc ça va être difficile pour beaucoup de gens de dormir. D'autres vont dormir naturellement, mais beaucoup vont souffrir de ça. Ce qui fait que peut-être tu n'es pas en forme le matin. Le risque quand tu n'es pas en forme, tu vois ta carte d'identité là qu'il faut emmener. Chaque année, on a des jeunes qui viennent, qui ont oublié la carte d'identité. On leur dit de repartir chercher, le temps qu'ils reviennent, c'est mort. Ils peuvent plus. Tu rates une épreuve, tu rates le bac, c'est clair. Donc, vraiment, la partie logistique, il faut la prendre sérieusement. Les stylos, les gommes, ensemble géométrique, whatever, tout ce qu'il faut utiliser, tu les prépares. Et si tu sais que c'est quelqu'un de la maison qui t'amène, mets ça dans la voiture. Mets la carte dans la veille. Oui, la veille, je parle de la veille là. Tu les... C'est-à-dire, ne laisse pas ta carte sur le petit chevet de lit en disant, comme ça c'est devant moi, quand je sors, je prends ça. Tu vas oublier ça le jour du bac, tu vois. Mets ça dans le pantalon, dans la poche du pantalon que tu vas porter demain. Tu vois. La veille, tu dois savoir les habits que tu portes. Je continue les aspects logistiques. Les aspects logistiques, on a parlé de tout ça. Mais le bac n'est pas un mariage ou un baptême. Ne mets pas des habits neufs. Tu vois, on ne met pas des habits neufs pour le bac. Tu mets des habits amples, dans lesquels tu peux travailler comme ça, tu respires. C'est pas
Les beaux habits, tu les mets pour quand on va faire la fête de ta réussite. Mais aujourd'hui n'est pas le jour où on s'habille. Les dames ne mettez pas de talons, tu vois. Ne t'habille pas de manière où tu attires l'attention. Tout le monde va te regarder, ça va te gêner. Oui. Et tu ne pourras pas être dans les conditions... Peut-être même il y a des surveillants qui vont passer leur temps sur toi. Juste parce que tu es habillé de manière spéciale, tu vois. Oui. Les garçons, ne mettez pas des souliers neufs. Les souliers neufs, ça te fait mal jusqu'à ce que ça habitue à tes pieds. Ce n'est pas pendant le bac que tu vas gérer de la douleur dans tes pieds. Ça, c'est des questions absolument minimes en général, mais que le jour du bac peuvent être déterminantes. Très important. Le fait que tu as mal au pied peut faire que tu as 15 au lieu de 15,75. On met coefficient 4. Ça change ta mention de bien à assez bien ou de très bien à bien. Donc c'est pas du jeu, les gars. On cherche mention très bien pour chacun d'entre nous, surtout pour les jeunes musulmans. Tu vois, les jeunes musulmans, on dit oh, c'est des Isa là, ils coincent la vie aux gens, on ne les aime pas et tout. Le seul endroit où on peut exceller et faire la différence, c'est d'être au sommet. Comme ça que les gens sachent que le même islam qui a dit de bien se comporter, c'est le même islam qui nous a dit d'être les meilleurs dans ce que nous faisons. Et donc, si toi, tu as dit que tu es un jeune musulman engagé, tu vas à Makaranta tous les week-ends là, et que tu viens avec bac à l'oral, franchement, c'est comme si tu as trahi la religion. Tu vois? L'excellence en fait. L'excellence, c'est-à-dire que pour un jeune musulman, il vaut mieux ne pas aller à Makaranta les dimanches et avoir mention très bien. Que d'aller à Makaranta et avoir le bac avec mention passable. Bien, là on le voit bien car nous sommes dans l'aspect logistique. Oui. Tout ce qui doit servir au candidat le jour du bac doit être préparé à la veille. À la veille. Crayon, gomme, même l'habillement que tu... Oui, l'habillement, la carte. Là, il ne faut pas oublier la carte. La convocation. La convocation, voilà, je mets ça ensemble, les papiers. Celui qui oublie ça, en gros, il n'aura pas de bac. Voilà. Et puis on a entendu aussi des gens qui dorment. Voilà. Tu dors, surtout justement parce que tu as dormi à 3h du matin jusqu'à 9h, tu te réveilles. Dis aux gens de la maison, à l'heure de la prière, qu'on te réveille prier. Comme ça, si on vient te réveiller, il n'y a rien dans la chambre, on sait que tu es allé à la mosquée. Ou bien on va te voir en train de prier dans la chambre. Mais demande aux gens de la maison de te réveiller à l'heure de la prière. Et tu ne dors plus. Tu laisses, même si tu es épuisé, tu dis à 8h, je vais faire une sieste de 1 heure de temps. Ne fais pas ça le jour du bac. Dans Allah, ne faites pas ça. C'est juste qu'on vous demande. C'est juste 3 jours de concentration et le reste du temps, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais ces temps-ci, soyez focus. Et je voudrais dire le troisième point avant que tu follow up. Le troisième point, justement, c'est les invocations. Qu'on soit un jeune engagé dans la religion ou pas, il faut savoir que c'est Dieu qui nous donne. On va revenir sur ça, Kader. On va revenir sur l'aspect des invocations. Nous allons suivre Dr Diaby qui nous propose quelques conseils par rapport aux modalités pratiques du bac. On le suit, on revient sur le temps. Le bac, en son temps, était un diplôme de prestige. Ce n'était pas n'importe quoi, c'était un diplôme de prestige. Alors, ce mythe-là est resté. Ce mythe est resté, l'idée que le baccalauréat n'est pas n'importe quoi. L'idée que le baccalauréat est un parchemin particulièrement important qui permet à l'élève d'accéder à un niveau appréciable dans son cursus académique de façon générale. Voilà ce mythe qui est resté. Et donc, à partir de ce moment-là, qui parle de mythe, parle d'effroi, parle de phobie, parle de peur, parce que simplement, il y a la pression que cela exerce sur l'individu. Vous avez maintenant, à ce niveau-là, au moins 2 types de pression. La première pression, c'est la pression que l'individu se met lui-même, parce qu'il se dit, il faut absolument que j'ai le baccalauréat pour continuer mon cursus. Je suis arrivé jusqu'en classe de terminale, j'ai gravi un certain nombre d'échelons. Il me reste un échelon particulièrement important, c'est le baccalauréat, il faut que je l'aie. Donc à partir de ce moment-là, l'élève se donne une certaine pression à lui. Mais il y a une pression de la communauté sur l'élève. Parce que quelque part, l'échec peut constituer, si vous voulez, un mauvais jugement, une mauvaise appréciation de la part de la communauté. Ce qui fait que des fois, l'élève est quelqu'un qui est obligé de faire plaisir à la communauté, de faire plaisir à sa famille. Et la meilleure façon de le faire, c'est de réussir au baccalauréat. La première chose qui me semble importante, c'est la conviction. Donc, je suis en classe de terminale. Je dois pouvoir m'en sortir. Parce qu'il faut faire peut-être la différence entre un élève en terminale et un élève de terminale. Un élève en terminale, c'est quelqu'un qui est arrivé en terminale par des moyens divers et de toute façon qui s'installe en terminale. Un élève de terminale, c'est vraiment un élève qui a les capacités, les ressources, le niveau pour être en classe terminale. La meilleure préparation psychologique, c'est la maîtrise de son domaine.
La meilleure façon pour un élève de se dire ça va, c'est bon, j'ai le moral, je peux y aller, affronter toutes les épreuves du baccalauréat, c'est que derrière il se dit je suis sur le plan technique suffisamment bien outillé, je suis bien préparé, je maîtrise mon domaine et en conséquence je n'ai pas peur. Donc je vais affronter le baccalauréat avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup d'équilibre psychologique parce que je me suis bien préparé. Deuxième élément qui me semble important, c'est la lutte contre cette peur parce que des fois en fait, malheureusement vous avez des élèves qui sont bien préparés, bien outillés, mais qui le jour du bac manquent d'inspiration. Alors l'inspiration, elle se cultive. Elle suppose que quelque part, l'individu a lutté contre cette pression énorme qui s'exerce sur lui. On ne peut pas vivre sans pression. Mais être suffisamment préparé sur le plan psychologique pour faire face à cette pression et pour se dire qu'après tout, c'est juste le baccalauréat, c'est juste un examen et que je me suis suffisamment préparé, il n'y a pas de raison d'avoir peur. J'ai fait des devoirs, j'ai fait des compositions, j'ai fait même des essais, comme on dit, des bacs blancs. Des fois, certains établissements organisent le bac blanc. En conséquence, j'ai suffisamment d'outils, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Alors, sous ce rapport-là, il faut bien noter que la préparation, elle est technique, donc elle suppose que l'individu maîtrise son domaine. La préparation, elle est psychologique. Elle suppose que l'individu se dise, puisque j'ai maîtrisé mon domaine, il n'y a pas de raison d'avoir peur. La préparation aussi, elle est une préparation individuelle, au sens où le jour du baccalauréat, l'élève est à côté de quelqu'un qui écrit beaucoup. On donne les copies, vous vous rendez compte que votre voisin a déjà écrit 2 doubles feuilles, alors que vous n'avez encore rien écrit. Ça crée ce que l'on appelle la phobie de l'écriture. Il a écrit, moi je n'ai pas écrit. En conséquence, il faut que je fasse vite et que j'écrive. Mais en écrivant, j'écris aussi des choses qui ne sont pas toujours bonnes. En conséquence, je dois être serein. Je dois me dire que j'ai un rapport particulier et individuel avec ma copie. Donc ma copie, ce n'est pas un rapport détourné qui intègre mon voisin qui est à côté de moi. Ma copie, c'est un rapport direct entre moi et elle. Et en conséquence, c'est à moi de gérer ma copie, c'est à moi de gérer mon temps, c'est à moi de gérer mon stress, c'est à moi de gérer la pression qui s'exerce sur moi. Et puis après, je fais le vide autour de moi, il n'y a pas de raison d'avoir peur, je dois pouvoir m'en sortir sans difficulté. On peut s'en sortir sans difficulté, le dit Dr Diaby, on l'a vu bien. Alors, Kader, ce concept pratique que nous donne Dr Diaby, je rappelle qu'il est universitaire sénégalais, dans cet élément que nous venons de suivre. Nous sommes le 11 juillet 2018, le jour du bac. Quel doit être le comportement du candidat? Alors, je ramène ça à ce que je disais au départ là. Je pense qu'on doit se mettre dans la position où on est le maître de la situation. C'est-à-dire, il faut vraiment être conscient que la panique est synonyme de revenir l'année prochaine pour le bac. Et se mettre en position de dominer cette panique-là. Oui. Donc la notion de sérénité, elle est absolue, c'est clair. La notion de paix, de calme, de focus, comment on appelle ça, concentration sur l'objectif, tu vois, c'est absolument vital. Et j'ai vraiment aimé ce qu'il a dit tout à l'heure, le professeur Diabila, que le bac, c'est une compétition contre toi-même. Oui. C'est toi qui cherches ta mention très bien. C'est pas une compétition entre toi et la personne qui est en face de toi. Tu vois, on n'a pas dit qu'il n'y aura qu'une mention très bien. Si tous les candidats du centre ont 16, tout le monde aura une mention très bien. Right? Donc, c'est pas un concours, c'est un examen. Et l'examen est un concours pour sortir la meilleure version de toi. C'est pas contre les autres. Donc, effectivement, si quelqu'un est en train de gratter, ça veut dire que soit la personne a déjà vu ça, ce qui n'est pas ton cas, donc tu la laisses. Ou bien la personne est en train de faire n'importe quoi. Et si tu suis quelqu'un qui suit un chemin de n'importe quoi, vous allez finir dans le même mur ensemble. Donc ignore les gens. Gère ton temps toi-même. Comment tu fais? Je donne un exemple. Tu arrives, il y a l'épreuve de maths. C'est en 3 heures, n'est-ce pas? Tu as le premier exercice qui est sur 10 points. Le deuxième exercice est sur 5 points. Le troisième exercice est sur 5 points. Combien de temps tu donnes à l'exercice qui est sur 10 points? Toi, combien de temps tu donnerais? Non, bon, peut-être le maximum de temps, puisque là-bas, il y a le maximum de points aussi. Justement, non, tu fais pas ça. Donc, tu fais pas ça. Si l'exercice est sur 10, tu divises, donc c'est la moitié des points de l'épreuve. Tu divises le temps en 2. L'exercice, le maximum de temps que l'exercice a le droit d'avoir, c'est la moitié. Mais la moitié ne fait pas 1h30. Parce que dans les 3 heures, tu enlèves 30 minutes pour la lecture initiale et la lecture finale. Donc il te reste 2h30. 2h30, la moitié c'est 1h15. Donc l'exercice sur 10 points, tu as 1h15. Franchement, c'est comme ça qu'on apprend. Parce que
Si la personne passe 2 heures sur l'épreuve qui a 10 points, déjà elle n'aura pas les 10 points, n'est-ce pas? Ça, c'est rare que tu aies les 10 points. Tu auras 9,75 si tu es fort, ou 9. Sinon, tu risques d'avoir 5. Maintenant, il te reste 30 minutes pour faire 10 points. T'imagines, pour faire 10 points là, tu as pris 2 heures. Maintenant, si tu as que 30 minutes, donc dans les 2 exos qui restent là, il y a beaucoup de choses que tu connais et tu ne pourras pas les avoir par manque de temps. Non seulement le temps ne suffira pas, mais tu n'auras pas de temps pour relire et tu as complètement raté tes épreuves. Mais là aussi, ce qui est intéressant, parce qu'on le remarque, lors des épreuves du bac, il y a des candidats qui perdent plus de temps sur une question. La réponse ne vient pas, mais ils perdent plus de temps. Oui, c'est ce qu'on peut dire. Oui, là, ce qu'il faut faire, franchement, si tu bloques, parce qu'on a dit là, si tu es dans l'impasse, tu fais ce qu'on a dit là. Tu arrêtes, tu déposes les stylos, tu fermes la copie, tu retournes l'épreuve et tu t'assois en mode relax. Et tu te souviens du sourire de ta nièce là de hier. Ou bien quand tu as servi le plat, comment ta maman a dit c'est bon, mais toutes les sœurs ont dit ça, c'est n'importe quoi. Tu vois, tu commences à... Non, et tu restes dans cette scène pendant 3 à 5 minutes, vraiment. Où tu es seulement en train de... Tu vois, tu rigoles, tu fais ça. Et là, c'est pour quelqu'un qui est relax, il faut le comprendre parce qu'il y a le contexte, il y a l'atmosphère qui est là. Cette pression dont vous avez parlé aussi. C'est de ça que c'est pour ça que je te parle de ça. Quand tu es sous pression, c'est ça que tu fais. C'est ça qui ramène la pression en bas et qui ramène même un sourire sur toi. Dès que tu es ce calme-là, tu reviens. Soit tu auras la réponse, je t'assure, ton calme va débloquer ton cerveau et tu auras la réponse. Soit tu laisses ça. Si à ce moment-là, ce n'est pas venu, tu laisses ça, tu passes à la question suivante. Quand tu auras tout fini, tu vas revenir à ça. Et généralement, comme tu as eu un enchaînement de bonnes choses, tu as su faire tout le reste, quand tu vas revenir ici, tu vas avoir cet élément de saut intellectuel qui va te donner une nouvelle perspective et tu vas avoir quelque chose à dire, que ce soit vrai ou pas, mais au moins. Mais franchement, là c'est le conseil, c'est une interdiction, c'est pas un conseil. Si tu bloques sur quelque chose, il faut passer. Tu ne peux pas rester dessus. Ce serait tellement pas acceptable de perdre 1 heure sur une question et de paniquer et de pleurer et de faire tout ça alors que tu aurais pu avoir 18 sans cette question. Mais là, pour en arriver là, peut-être que ce qu'il faut rappeler aux candidats, quand on la distribution des copies, des sujets, peut-être qu'il faut prendre le temps de lire tous les sujets avant de commencer à traiter. Peut-être c'est de comprendre par l'exercice le plus facile qu'on comprend le mieux. Tu aurais dû venir ce matin. Donc ce matin, il y a 250 candidats qui sont sur le campus avec AUSC, là, avec Tijani. Donc on a fait une session ce matin. Et vraiment on est allé dans le détail. Malheureusement là à la télé j'ai l'impression qu'on n'a pas assez de temps, donc on essaie de combiner. Mais c'est la 3e. On leur a donné 10 conseils pour le jour du bac. Et peut-être que Mais le 3e point des conseils, c'est comment on lit une copie. On lit la copie 3 fois avant de démarrer. La première fois, c'est juste de voir de quoi le sujet parle. Premier gros point. 2e, donc ça parle des intégrales, études de fonctions, représentation graphique, sinus, cosinus, trigonométrie. Ok, c'est ça qui est venu cette année, c'est bon. Ça, c'est la première lecture. 2e lecture, dans études de fonctions, ils veulent quoi? C'est des fonctions croissantes, décroissantes, exponentielles, donc là, maintenant, tu commences à regarder. Et puis, 3e lecture, c'est là que tu t'assois. Ok, ils ont amené les exponentielles. Maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent? Il y a les logarithmes aussi, donc ils veulent que je fasse ça, puis que je détermine le log de ça. Après, ils veulent que je fasse la représentation. Attends, ce type d'équation, oui, ça va vers le haut. Il y a un moins. Donc, c'est les fonctions qui descendent. Ok, je sais ça déjà. Et puis, tu vois, là, tu es dans le détail. Puis, tu commences par là où c'est le plus facile. Et là, le conseil, c'est de ne pas que les candidats tombent directement sur la copie ou commencer à... Jamais. Déjà, c'est-à-dire, c'est la méthode de l'entonnoir. Tu veux savoir globalement qu'est-ce qu'il y a là. Tu vois, c'est une table. Ok, une table orange, de toute façon. Même sur la table orange, attention, la table est en 3 parties. Tac, tac, tac. Maintenant, c'est là que je commence à regarder chaque fois. Là, regarde, il y a des tâches ici. Il y a un trou ici pour faire passer les câbles. Ça, là, ils ont rajouté ça ou c'est venu comme ça. Tu vois, ici, il y a 3 trous. Mais pourquoi il y a un seul trou ici? Tiens, il y a un trou au milieu. Là, tu as analysé la situation. Mais ce n'est pas dès que tu arrives, il y a une tâche ici.
sais même pas que c'est une table en 3 parties et tout ça, tu vois. D'accord. Là, on le comprend. Prenez le temps de bien lire le sujet, bien lire les épreuves avant de commencer à traiter. Le candidat aussi, Kader, c'est l'aspect spirituel. L'aspect spirituel, quand on est des croyants, des musulmans, c'est vrai, après les préparatifs, il faut se confier à Dieu. On dit, comme on le dit, il a le dernier mot. On va suivre un élément. Quelle doit être l'attitude du candidat croyant le jour de l'examen, les invocations qu'il faut faire, les préparatifs en termes de spiritualité du candidat. Ensuite, on revient. Nice. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعل الحزن إذا شئت سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا Bien. Le candidat, c'est la spiritualité. Il faut demander l'aide et l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est capable de rendre facile ce qui est difficile et c'est lui qui est auprès de qui se trouve la réussite. Kader, dans cet élément, on va mettre en évidence un aspect très important, l'aspect de la tricherie. Déjà, il y a quelques prémices. Déjà, avec le BPC, il y a des rumeurs, puisque ce n'est pas officiellement vérifié, de tricherie, de fraude. Je pense que cela doit être un signe, un signal pour aussi se préparer davantage pour le bac. La question de la tricherie, presque chaque année, c'est les mêmes questions qui reviennent. Les dispositions ne sont-elles pas prises? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Alors, pour les candidats, de façon spécifique, et pour les autorités, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Alors, pour les candidats, ça va être très simple. Je vais leur redire ce que je disais aux 250 jeunes ce matin au campus. La tricherie est un no-no. There's no other way about like tricherie, right? Tu peux pas. C'est-à-dire que s'il y a une chose que tu ne peux pas, c'est la triche. Si tu as la triche dans la tête, laisse tomber dès maintenant. Parce qu'en fait, tu vois, tu n'auras qu'un seul bac, n'est-ce pas? Et si tu mets de la triche dans ton bac, c'est comme si tu es venu mettre l'eau des égouts dans du lait pur. Tu vois? C'est comme si on t'amenait une calebasse remplie de lait pur. Et la première chose que tu fais, c'est de prendre l'eau des WC, mais dans lesquels il y a des déchets. Et tu prends ça, tu mets dans le lait et puis tu bois. Tu n'as qu'un bac. Si tu prends ton bac avec de la saleté de la tricherie, toute ta vie tu seras sale et tu vas sentir mauvais partout où tu vas passer. C'est comme le jour de ton mariage, tu vas te laver dans les égouts. Et puis tu viens à ton mariage. Qui va venir autour de toi? Qui va célébrer pour toi? Et quelle femme va vouloir de toi? Ou quel mari va vouloir de toi? C'est vraiment ça. Laissez tomber la tricherie. Quand je dis ça, c'est même pas la peine d'essayer. Pour les autorités, soyez des autorités, quoi. Je sais
Qu'est-ce qu'on peut dire à des adultes, sérieusement? Qu'est-ce qu'on peut dire à des adultes? Donc, eux, ils vont à la mosquée, ils prient, ils connaissent le paradis, ils connaissent l'enfer. Enfin, donc, s'ils ont fait des fuites et qu'ils ont triché, je ne sais pas. Je dirais que la personne prépare sa réponse devant Allah, quoi. C'est plus des enfants, là, dont on parle. Les candidats, c'est des enfants, on est d'accord. Donc, on leur donne des conseils d'arrêter. Mais eux, c'est nos tontons, c'est des grandes personnes. Et les grandes personnes, je pense qu'elles connaissent très bien le bien et le mal. Mais là, la question est sérieuse parce qu'il faut que chacun prenne sa responsabilité. Il faut sanctionner. C'est ça. Il faut sanctionner. Absolutely. Like si on vit dans un environnement de no rule of law, like no sanction, nothing, bien sûr que les gens feront ce qu'ils veulent. Il n'y a pas une année où on a annulé le bac qu'on a repris au Niger? Il y a des sujets qui ont été annulés, mais le bac entier, je me rappelle. Oui, mais il y a des sujets qui ont été annulés, n'est-ce pas? Bon. Et qu'est-ce qui est arrivé aux gens qui ont fait ça? Pratiquement, bon. Donc voilà. Donc, franchement, mon conseil, bon, tu sais, d'une manière générale, ce que je dis, c'est que j'ai envie qu'on change les choses nous-mêmes. Tu vois, si, par exemple, au lieu d'aller parler à ces gens-là, je préfère dire aux enfants, refusez tous la triche. Si vous refusez la triche, même si le gars vient avec sa fuite, tu ne vas pas toucher à ça. Donc on peut tuer la corruption et la fraude dans la main de la personne qui essaie de faire ça. Sinon, on est des gens droits. Moi, je base mon espoir sur la jeunesse. Honnêtement, je n'attends rien. Et ça sera pratiquement votre mot de la fin. On est pratiquement au thème du temps qui nous attend. Rapidement, votre conclusion. Mon mot de la fin, c'est pour les gens suivants. 3 jours après le bac, vous aurez vos résultats. Et beaucoup d'entre vous vont réussir. Et pendant que beaucoup d'entre vous ont réussi, certains parmi vous ne vont pas réussir. Pour ceux qui ont réussi, Allah vous a honoré, il vous a donné le bac. Vous devez célébrer votre joie, mais n'oubliez pas que les excès dans votre célébration ne font que détruire les gens qui sont à côté de vous, qui n'ont pas eu le bac. Et ils auraient bien pu être à votre place et vous à leur place. Soyez compatissants des gens qui n'ont pas eu le bac. Et pour les gens qui n'ont pas eu le bac, sachez que c'est le meilleur cadeau qu'Allah vous pouvez vous faire. Un bac peut être empoisonné, n'est-ce pas? On a vu des gens qui ont eu le bac a gâché leur vie. Donc, ce qu'Allah choisit, acceptons-le et soyons fiers de ça. Faisons notre travail jusqu'au bout et attendons le résultat qui est dans la main d'Allah. Ce que les humains appellent échec est très souvent dans le langage des anges appelé succès. Qu'Allah aide tout le monde. Bonne chance. Salam alaikum. Amin. Alaikum salam. Amis jeunes, chers téléspectateurs, chers candidats, vous venez à l'instant de suivre le sujet qui porte également sur l'orientation des candidats. On ne peut que vous souhaiter bon usage de tous ces conseils-là qui viennent d'être prodigués. Faites-en bon usage. Tout ce qu'on peut dire, c'est la question sur laquelle nous avons conclu ce numéro de cette émission, la question de la tricherie. Mieux vaut avoir son bac dans la dignité, éviter tout ce qui est susceptible de compromettre à l'honneur et à la dignité de votre bac. Soyez responsables. Également aux autorités de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher les fraudes massives que nous avons déjà constatées lors des épreuves du BEPC. Puisse Allah également, il faut se confier à Allah subhanahu wa ta'ala. La réussite saine se trouve auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut que souhaiter bonne chance à tous les candidats. Puisse Allah vous assister. Également, demander les invocations du côté des parents, du côté de tout le monde. Yes. Et le jour des résultats, que les résultats soient négatifs ou positifs, remerciez Allah subhanahu wa ta'ala. Le choix d'Allah n'est pas à regretter. Amis jeunes, c'est ici que prend fin ce numéro de votre émission. On se donne rendez-vous, Inch'Allah ta'ala, la semaine prochaine. On dit merci à vous d'avoir été des nôtres et merci également à toute l'équipe de réalisation. Merci à notre invité qui a accepté de passer ce moment avec nous. Rendez-vous Inch'Allah la semaine prochaine. Restez à l'écoute des programmes de la radio et télévision Bonferré. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah.